Bonsoir tout le monde. Bonsoir David. Merci de nous faire l'honneur de ta présence. Merci. Et merci au Bar des Dallons de nous recevoir. Je suis heureuse de pouvoir t'interviewer. Donc on va, comme le disait Thomas, parler de ton parcours et un petit peu de ton histoire. Ensuite, on va parler de tes réussites. Et enfin, voir comment La Réunion peut être une plateforme d'accélération vers la France. Okay. Donc, peux-tu nous raconter en quelques mots les grandes étapes de ton parcours, s'il te plaît? Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, ok. Parfait. Écoutez, je suis ravi d'être là. J'ai un peu l'habitude des assemblées, mais j'ai très peu l'habitude de parler de moi. Donc, bon, c'est pas le truc que je préfère dans ma vie. Mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Et puis, je voudrais que ce soit le plus interactif possible, même si ce n'est pas le format, Thomas. Donc, si en cours de discussion, vous avez des questions, vous y allez directement. Donc, je m'appelle David, moi j'ai 39 ans. Je vais faire un petit peu d'historique parce que ça permet de situer le contexte, ça permet de comprendre les gens. Les gens, ils ont une histoire et c'est leur histoire souvent qui les définit. Donc moi je suis d'origine libanaise, de mon père et de ma mère. Même si on dirait que je suis réunionnais, en fait je ne suis pas réunionnais. Même si je suis largement de cœur, mais je ne suis pas né ici. Mes parents ont émigré au moment de la guerre à Nantes. J'ai grandi à Nantes, plutôt dans des quartiers un peu populaires, voire plus quoi. Donc dans un contexte un peu hard, voilà. Et puis j'avais une qualité, c'est que j'avais une mémoire fulgurante que j'ai un peu perdue avec les soirées, je dois avouer. Mais les soirées et les enfants, ça fait globalement, ça fait très mal. Et donc j'ai eu un parcours scolaire où je n'ai absolument pas travaillé, mais où je m'en suis toujours très bien tiré. Et puis après, j'ai suivi un parcours un peu classique. Je fais une prépa, je fais une école, etc. Et puis j'ai fini mes études au Mexique, au moment d'arriver dans la vie professionnelle, parce que vous avez compris que du coup, j'étais pas issu de la cuisse de Jupiter, et donc j'étais pas très fortuné. Il a fallu que je travaille. Et en fait, moi, très très vite, ce qui m'a guidé, c'est j'ai grandi un peu en opposition avec le modèle que j'avais autour de moi. Ma mère était instite, et je voulais pas d'une vie monotone. Donc très très vite. Je me suis mis dans une dynamique entrepreneuriale, mais je dirais très jeune. La première fois que j'ai commencé à faire des choses, j'avais 16 ans, et je vendais des bâtonnets lumineux sur la plage, etc. Donc j'ai toujours eu cette dynamique de création, c'est toujours ce qui m'a habité, ce qui m'habite encore. Il y a des gens qui font des années de césure à l'école, qui font des stages en entreprise. Moi j'ai monté une boîte de textile qui n'a absolument pas marché, mais c'est pas grave. Et puis sorti de ce truc d'études, l'entrepreneuriat, j'avais pas un rond, et il fallait quand même que je mange, donc... je suis rentré comme consultant dans une société parisienne qui s'appelait Ineum à l'époque. Et la mission maudite, absolument maudite de ce cabinet-là, c'était La Réunion. Donc personne ne voulait y aller. Donc moi non plus, évidemment, je ne voulais pas. D'ailleurs, je ne le situais même pas sur une carte alors que j'étais plutôt bon en géographie. Et puis, de démission en démission, je me suis retrouvé à venir ici à La Réunion pour une mission pour SFR. D'ailleurs, Francesca, qui est là, était ma première cliente. Et puis, quand j'ai posé le pied ici à La Réunion, j'ai eu un énorme coup de cœur. Je pense que La Réunion, c'est probablement le Liban avant la guerre, quoi. Donc la mer dans la montagne, des communautés qui cohabitent, etc. J'ai eu un énorme coup de cœur. Mais je n'avais pas de projet entrepreneurial défini, mais en tout cas, avec mon associé, qui est venu avec moi à ce moment-là, qui s'appelle Grégory, mais qui n'est plus là, on a décidé de vivre ici sans sachant pas bien quoi faire. Et puis la mission de conseil se passe bien. On est facturé très cher à l'entreprise qui est SFR à l'époque. Et puis on se dit à ce moment-là que à La Réunion, il n'existe pas de cabinet de conseil structuré. Vous avez soit des SS2I, soit des gens qui sont très spécialisés, mais quelque chose de généraliste n'existe pas. Donc à ce moment-là, on crée un cabinet de conseil qui s'appelle OMD. C'est tout le parcours que je raconte là ? Ouais, ok. Non, parce que ça peut être un peu long si je vous fais un peu chier, vous me dites. Et donc je crée un cabinet de conseil qui s'appelle OMD, qui s'appelle Verso aujourd'hui, et qui va intervenir pour un certain nombre d'acteurs de l'île sur des problématiques stratégiques, organisationnelles, d'informatique, etc. Un truc assez large. Après, je raconterai un peu la suite de Verso avec les questions que tu poseras, sur La Réunion. Donc en fait, j'ai 3 grandes vies professionnelles. La première vie, c'est le conseil qui m'a tenu pendant des années.
Et complètement en parallèle de ça, parce qu'en fait, la vie, c'est des rencontres, et c'est essentiellement ça. Donc c'est pour ça que bravo Thomas. Moi, j'encourage beaucoup Thomas à faire ce qu'il fait, parce que vos vies, elles vont basculer sur des rencontres. Et donc moi, c'était en 2009, 2010, il y a un très cher ami à moi qui vient en vacances. À l'époque, il vient de prendre son premier job, et il bosse pour une boîte qui s'appelle Keep Cool, du coup, que maintenant vous connaissez peut-être. Mais à l'époque, il y avait une dizaine de salles en France. Et il me dit, écoute David, la veille de partir, il me dit, écoute, franchement, tu devrais monter une salle ici, il n'y a pas grand-chose. Et bon, moi, comme j'ai une aversion profonde pour l'immobilier, tous les placements à long terme, etc., je suis assez joueur. Je prends toutes mes économies. Bon, vous imaginez qu'à 25 ans, c'est pas beaucoup, mais je prends toutes mes économies et puis je me démerde pour me faire financer et on monte la première salle. Carton monumental. Je n'ai jamais mis les pieds dans une salle de sport de ma vie à cette époque-là. Tu nous raconteras tout à l'heure ce qui a fait la différence. Ouais. Et puis, d'ailleurs, je n'y mets toujours pas beaucoup les pieds, mais... ouais. Vous avez vu que je suis pas non plus, enfin on se comprend quoi. Et donc carton monumental. On en monte une, on en monte deux, on en monte trois, on en monte quatre, une par an à un rythme un petit peu pépère. Sur la ligne. Oui. Et à l'époque, 95% de mon activité elle est sur le conseil. C'est un métier hyper prenant. Voilà, vous êtes tout le temps en première ligne. C'est très individualisé. Et puis, je me rends compte que ce marché des salles de sport, il a quelque chose d'assez particulier. C'est un marché de primo-accédants. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est ce que vous allez avoir un peu dans les télécoms. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des marchés d'engagement, et quand vous vous engagez quelque part, ça devient assez difficile de partir. Je ne sais pas lequel d'entre vous a changé d'opérateur télécom dans sa vie, mais normalement, quand vous commencez avec SFR, Orange, Zéop, celui que vous voulez, vous y restez toute votre vie. Globalement, avec les salles de sport, même si vous n'y allez pas, il y a un peu le même système. Vous vous abonnez, vous n'y allez pas, mais vous y restez toute votre vie. Et donc moi je me rends compte de ça, sauf que monter une salle de sport ça coûte très cher. Et en fait j'ai construit pas mal de mon parcours autour de quelques intuitions, mais j'en avais une qui était forte à ce moment-là, qui consistait à se dire que moi je voulais pas de fonds d'investissement en capital. Je ne sais pas si vous êtes sensibilisé à toutes ces histoires de fonds d'investissement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup à La Réunion, mais c'est globalement des gens qui vont vous financer en année 1 et qui vont attendre une sortie sous forme d'une vente en année 5. Donc vous avez 5 ans à peu près pour délivrer le modèle, sauf qu'en fait, dans la vie des sociétés, 5 ans, c'est extrêmement court. Vous n'avez pas le temps en 5 ans, contrairement à ce que vous pensez, parce qu'on est quand même dans un moment où les gens se disent « Tiens, je vais gagner 10 000 € sans travailler en 2 mois. » Non, en fait. Enfin, celui qui se dit ça, non. Ou alors, je paye cher pour qu'il m'explique comment. Donc en fait, en 5 ans, vous n'avez pas le temps de travailler. Donc moi, j'ai été plutôt à la recherche de quelqu'un qui m'accompagne au long cours avec des horizons de 10 ans. Et comme la vie est faite de rencontres, j'ai rencontré un vieux monsieur qui m'avait été mis en contact, m'avait été mis en relation avec un copain à moi. Donc, ce monsieur me reçoit dans son bureau. Je vous raconte toute l'histoire, mais bon, je suis là, vous êtes là pour moi, j'en profite. Ouais, j'en profite. Donc ce monsieur me reçoit dans son bureau et il me dit écoute, je lui demandais 2 millions d'euros à l'époque. J'ai pas de tabou sur les chiffres aussi, hein, si jamais vous avez des questions sur les chiffres après, j'ai aucun tabou. Voilà, et le mec lui dit moi je cherchais 2 millions d'euros pour me développer. Donc ces 2 millions d'euros permettant d'amorcer du financement bancaire pour aller développer. Plus de salles à La Réunion, je voulais faire la Guadeloupe, la Martinique, etc. Et là, t'étais à combien de salles là? Toujours 5 4, 5, pas beaucoup. Ouais. Et ce gars-là me fait rentrer dans son bureau. Il me dit, je regarde jamais un dossier en dessous de 10 millions, mais je vous écoute. La pression. La pression. Donc je discutais avec lui, dans un tout petit bureau miteux à Saint-Denis. Le mec était blindé en fait, mais ça se voyait pas. Et je fais ma déballe, je pense que je lui plais. Enfin, on s'entend. Et il me serre la main, il me dit... bah écoutez, le principe c'est vous faites ce que vous dites ce que vous faites et je vous accompagne quoi. Et en fait ce gars-là, je suis rentré dans le taxi, il m'avait fait un virement express, 2 millions d'euros sur mon compte sans papier signé, rien. À la confiance, 100%. Ça existe pas ça aujourd'hui? Si, ça existe, bien sûr que si, ça existe. Bien sûr que si, ça on en parlera après, ça existe. Et voilà, l'aventure a démarré, l'aventure du sport. Donc là j'ai compris que j'avais pas mal d'argent, qu'il fallait que je m'en occupe, donc j'ai transmis le conseil à mes associés, je me suis concentré là-dessus. Et puis en 2019, Keep Cool était en difficulté financière, la maison mère, c'était pas prévu. Je me suis retrouvé face à une décision, j'habite à La Réunion à 11 000 km. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Bon, et en fait généralement quand on se pose ces questions, c'est qu'on va y aller. Voilà. Donc j'ai foncé dedans, j'ai repris la boîte, on a traversé le Covid.
Et puis, on en a repris un autre après. Donc ça, je fais un peu court parce que je pense que tu auras des questions après là-dessus. Et puis, troisième partie de ma vie professionnelle, j'ai une conviction profonde, c'est qu'en fait, quand Thomas m'a demandé d'intervenir, d'abord, je fais pas beaucoup ce genre de trucs, j'ai pas beaucoup de temps, mais en fait, j'avais envie de passer un message. Moi, quand je suis arrivé à La Réunion, j'ai eu deux convictions hyper fortes. J'ai ressenti profondément. La première, c'est que La Réunion n'est pas connectée à la zone océan Indien, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En fait, absolument pas. Donc les mecs veulent faire des trucs au Mozambique, en Afrique du Sud. En fait, non. En fait, vous y arriverez difficilement. C'est dommage, mais c'est la réalité. En fait, La Réunion est connectée à la métropole et aux Outre-mer. Voilà, point. En fait. Donc, 10 minutes. Et donc, je me suis dit, on a quand même un truc qui est génial à La Réunion, c'est qu'on a des territoires de connexion géniaux. Et il y a une autre particularité du territoire, on en reparlera après assez vite, mais c'est juste pour expliquer quelle est la troisième activité. C'est que, en fait, vous êtes sur un territoire qui a une complexité fonctionnelle très importante. Je vous donne un exemple, par exemple. SFR, opérateur télécom, vous êtes obligé d'opérer un réseau, vous êtes obligé d'opérer des boutiques, vous devez opérer du contrôle de gestion, vous devez opérer du commerce, vous devez opérer du marketing, parce que le marketing est particulier ici. Donc vous avez la complexité d'une très grosse société. Par contre, vous avez la taille d'un très petit endroit. Donc dans la capacité de progresser et la capacité d'apprendre, c'est monstrueux. Et donc je me suis dit, bon, puisque moi j'ai réussi à m'exporter, il y a sûrement des gens comme moi qui en seraient peut-être capables. Donc je vais les identifier à La Réunion, je vais monter un petit fonds d'investissement et je vais les financer. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on a démarré un certain nombre d'aventures dont on pourra reparler éventuellement, mais voilà les trois grandes activités. Donc le conseil au début, le sport beaucoup aujourd'hui, et puis ce truc qui me tient à cœur à côté. Et donc le sport aujourd'hui, c'est 300 salles, Ouais. Keepcool et Néonès, tout confondu, Ouais. en sachant que Néonès, tu l'as acheté après le Covid. Ouais. Donc tu as passé la crise Covid avec fierté, brio, enfin tu as réussi. Ouais. Par rapport à tes concurrents, on va dire. Ouais. Oui, on a été meilleurs que les autres. Tu as été meilleur que les autres. On perdait quand même 3 millions d'euros par mois. Hein, mais... Oui. Ouais. Mais tu as quand même pu acheter Néonès après ça. Moins. Mais alors justement, en fait, donc oui, aujourd'hui Keepcool c'est 300 salles, c'est 1500 personnes. C'est une boîte réunionnaise. Moi, je suis assez fier de ça. En fait, je fanfaronne pas, mais c'est pas fier pour moi en tant que David Amioni, je m'en fous. Mais pour le territoire, en fait. Aujourd'hui, il y a un acteur régional qui est leader d'un marché de grande consommation en France, quoi. Enfin, leader, en tout cas dans les leaders. Et après, pour revenir un peu au Covid, je pense que ce qui a fait la différence, c'était mon choix de départ. En fait, tous les choix que vous faites, je pense, ne sont pas anodins. Je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai fait le choix d'avoir un actionnariat à long terme. J'ai fait le choix de m'inscrire dans un projet à 10 ans. Donc moi, quand je suis rentré dans le Covid avec la difficulté, conseil, parce que je vous ai dit qu'on a perdu beaucoup d'argent, et on perdait des adhérents et c'était compliqué. Je ne rentre pas dans le détail de comment on s'est sorti, parce qu'il y a eu plein d'astuces, mais c'est surtout que moi, je n'avais pas quelqu'un avec moi qui me disait « David, il faut rentabiliser, il ne faut pas perdre d'argent cette année ». J'ai pu faire des choix forts, qui coûtaient de l'argent, mais parce qu'on avait la possibilité de se redresser après. Et parce que j'avais quelqu'un qui regardait à 10 ans. Et tu as su motiver tes équipes aussi. Ouais, j'espère. Les responsabiliser. Oui. En fait, oui, c'est la clé. Ouais, tout à fait. Faire une école qui soit coach. Ouais, tout à fait. Donc, okay. Du coup, il y a un autre projet dont tu n'as pas parlé, qui est aussi une réussite, le restaurant Le Femme à Paris. Ouais. Bah, ça, c'est un des projets du fonds. En fait, j'en porte pas la paternité, franchement, parce que j'en suis pas l'acteur numéro 1, mais c'est toujours pareil. En fait, on a à La Réunion des talents exceptionnels, mais qui souvent s'ignorent à la fois parce qu'ils ne se confrontent pas à la réalité et parce qu'il y a une pudeur un peu d'être réunionnais. Et donc, quand tu es réunionnais, tu te dis, bon, bah, moi, mon objectif dans la vie, c'est de rayonner un peu à La Réunion. Et donc, j'ai rencontré il y a quelques années Kelly Rangamar, qui a fait Top Chef, Chef Kelly, je ne sais pas si ça vous parle. Ouais, voilà. Et donc, Kelly, pareil, elle était dans ce truc de je ne sais pas trop ce que je veux faire, ce que je ne veux pas faire. Je lui dis, Kelly, tu as du talent? Il dit, ouais. Alors, je vous raconterai quand même une anecdote pour aller au bout du truc. Et puis, je lui dis, faut faire Paris. Installe-toi dans la Mecque de la cuisine. Pourquoi est-ce que tu veux aller monter un resto à Saint-Denis? C'est quoi le sens, en fait? Installe-toi à l'endroit où... Voilà, et donc je l'ai accompagnée, effectivement. Elle est extrêmement talentueuse, donc on a fait une étoile Michelin. T'as été, non? Ouais, restaurant. T'as été, toi? Ah, c'est ton mari qui a été. Ouais. Restaurant étoilé en moins d'1 an, c'est ça? Ouais, 6 mois, ils ont une étoile. Juste pour l'anecdote de Kelly, pour vous dire qu'en fait, c'est beaucoup une histoire de confiance. Donc, Kelly, quand on a cette discussion-là, je n'ai jamais goûté sa cuisine. Enfin, c'est un peu...
J'ai jamais goûté sa cuisine, mais la fille est géniale, elle est super. La fille est super et tu regardes dans les... Généralement, tu vois quelqu'un dans les yeux, il te serre la main, tu as fait 90% du chemin. Et donc, elle fait tous ses travaux, machin, je la suis, j'essaie de l'aider, je finance un peu, évidemment. Et la veille de l'ouverture, elle m'appelle, je suis à Paris à ce moment-là, elle me dit « David, tu veux goûter ?» Je dis « Bah, bonne idée quand même, toi. » Puis, je mets un peu de sous, ce serait bien que je goûte, quoi. Et donc, on s'assoit, elle fait sa descente de plat, c'est à 15h, je ressors de là, je me dis « Je n'ai jamais mangé un truc aussi bon de ma vie. Ça va cartonner. » Et tu vois, voilà, c'est plutôt pour dire qu'en fait, à l'humain, tu peux faire beaucoup de choses. Ouais. Okay. Et quelles ont été les grandes difficultés majeures par rapport à ce projet-là? Pour moi, aucune. Hein. Aucune. Pour elle, plein. Okay. Ouais. Non, moi, non, mais eux, c'est un métier d'enfer. C'est hyper dur comme métier. C'est 7h, 23h, ça s'arrête jamais. Du coup, quelles sont pour toi les qualités d'un entrepreneur qui réussit par rapport à ces projets-là? Ça, je trouve que ce serait un peu prétentieux. Moi, je partage mon expérience, mais... En fait, je pense que ce que je disais à Francesca tout à l'heure, c'est... D'abord, c'est le sujet numéro 1, c'est le volume de travail que tu vas abattre. En fait, si aujourd'hui, dans ton équilibre de vie, ce que je respecte et je comprends, tu as mis le travail en numéro 3, en numéro 4 et que tu as d'autres priorités, je pense qu'il faut faire autre chose. Voilà. Donc en fait, tu as un volume de travail qui est monstrueux. En fait, peu importe en fait, où tu vas arriver, que tu sois indépendant et que ton enjeu, enfin l'entrepreneuriat, en fait, il n'y a pas de bon et de mauvais, il n'y a pas trop de hiérarchie, c'est juste avoir un projet et le porter. Donc d'abord, il faut beaucoup travailler, ce qui est, je pense, mon cas. Et puis, tu vas rencontrer des difficultés importantes et c'est vachement la résilience, quoi, je pense. Après, c'est autre chose. Ça, c'est ta qualité personnelle. Après, pour une société, comment la faire fonctionner, c'est une autre question, je trouve. Ouais. Merci. Donc, Keep Cool, démarrage à La Réunion et puis maintenant en métropole. Le FAM, une réunionnaise qui s'installe à Paris. Donc, est-ce qu'on peut dire que La Réunion, c'est un pont vers la métropole? Oui, c'est un pont extraordinaire. En fait, je vais être sur des sujets hyper bateaux, mais en fait, d'abord, on parle tous français parfaitement. Donc on a la communauté de langue. Aller faire du business dans une langue que tu ne maîtrises pas, franchement, c'est hyper dur. Enfin, il y a plein de gens qui arrivent, mais bon, moi j'y arrive, c'est très dur. Deuxièmement, tu es sur le territoire français avec la protection du territoire français, mais tu as 8,5 de TVA, donc tu prends 12 points de marge par rapport à un métropolitain. Tu as des charges sociales qui sont dégrevées. Si tu te places bien à La Réunion, tu as des avantages fiscaux. Donc en fait, tu rentres dans le game avec 20% de rentabilité en plus que les autres. Sur un marché qui n'est pas hyper concurrentiel. Mais c'est le paradis. Okay. Ah oui, c'est le paradis. Et pareil, moi j'avais plutôt l'impression qu'il fallait aller en métropole pour réussir et qu'il y avait plutôt des gens qui partaient en métropole, se former et qui revenaient seulement à La Réunion. Et là, toi, tu as l'air de dire que ça peut être plutôt l'inverse. Se former après, voilà, un des grands regrets que j'ai, c'est qu'ici, il n'y a pas le niveau académique que l'île mérite. Il n'y a pas une école de commerce de qualité, vraiment de qualité, de grande qualité. On peut pas, en 3e année de médecine, on est obligé de partir. Voilà, ça c'est dommage. Donc te former, oui, je pense que fondamentalement, tu n'as pas le choix. Par contre, tu n'es pas obligé de monter ton business là-bas. Tu peux le monter ici. Donc il y a de réelles possibilités de réussite à La Réunion. Mais oui, mais en fait, tu as un avantage fiscal qui est extraordinaire. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que tu as un niveau d'incubation dans tes projets, compte tenu de la complexité du territoire qui est génial. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, à La Réunion, si tu te donnes un peu les moyens, tu peux rencontrer qui tu veux. Hein. Il n'y a personne qui est inaccessible. Donc tu vas accéder à plein de gens qui ont des niveaux d'expérience et de savoir qui sont importants. Voilà, alors il y a des freins, hein. On va en parler, mais tu as quand même un tissu, et en tout cas, tu as des bases qui sont extraordinaires pour te développer. Puis après, il y a tout l'outre-mer. Tout l'outre-mer. Et du coup, c'est quoi les freins pour toi ? L'écosystème n'est pas structuré. Donc, ce que fait Thomas, que je soutiens à 2000%, c'est qu'il a structuré autour de vous, les uns et les autres, un écosystème de gens qui ont des idées et qui se retrouvent pour en parler. Donc ça, c'est de la fertilisation, c'est très bien. Je tiens quand même à dire que depuis que je suis là, ça fait presque une quinzaine d'années, personne n'a jamais réussi à le faire. Bravo pour ça, tu as réussi à le faire. Donc, voilà. Donc ça, c'est la première étape. Et ça, il faut continuer à le structurer, parce que c'est comme ça qu'on fait des rencontres qui changent un peu la vie. Par contre, ce que vous n'avez pas à La Réunion, c'est que vous n'avez pas tout l'écosystème qui permet d'accélérer. Donc vous n'avez pas de studio,
Donc ça, c'est un vrai projet. Je sais qu'il est dans les tuyaux, il y en a qui l'ont, mais il n'y a pas de studio. Vous n'avez pas de véhicule de financement. Il y a un fonds d'investissement ici, mais c'est pas suffisant. Vous n'avez pas auprès des banques de financement structuré, donc c'est très difficile de croître. Donc on manque d'outils. Donc moi, ma reco, c'est incuber ici et faites financer ailleurs. Et selon toi, pourquoi ces solutions ne seraient pas présentes à La Réunion? Parce que les gens pensent qu'il n'y a pas de potentiel, en fait. Mais bon, ça commence par nous individuellement. Hein. La plupart des gens ici, quand vous les écoutez avec leurs projets entrepreneuriaux, ce qu'ils vont vous dire, c'est moi, ce que je veux, c'est être le leader réunionnais. En fait, si déjà tu te dis ça, en fait, bah, tu ne seras jamais que moins que ce que tu as dit. Tu vas viser la lune, tu atteins les étoiles, quoi, à peu près. Donc si tu dis je suis un leader mondial, bon, bah, tu vas avoir une logique de leader mondial. Donc ça commence, les évangélisations, les changements, c'est des initiatives comme celle de Thomas, mais ça commence aussi dans nos têtes à nous, quoi. C'est un état d'esprit. Ouais. Y a-t-il des opportunités de financement à La Réunion? Est-ce qu'il y a des organismes qui peuvent... Des opportunités de financement à La Réunion, selon toi? Qu'est-ce que tu as dire opportunités? Essaye de m'expliquer ce que tu veux dire. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent te financer tes projets? Oui, et puis des projets qui peuvent être finançables, intéressants. Ah, ça, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas s'il y a des projets intéressants, mais je suis pas. Moi, je l'ai fait par opportunité au gré des rencontres. J'ai pas une démarche structurée. Mais oui, je suis convaincu. Après, est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de financer? Pas assez. Pas assez pour moi. D'ailleurs, quand il a fallu trouver les 2 millions, je ne les ai pas cherchés ici. Hein. Donc, le marché n'est pas assez porteur? Si, le marché, il est super, mais c'est les ambitions qu'on a. Si tu vas voir un mec et tu lui dis « je voudrais 1 million pour devenir le leader à La Réunion », il va rigoler, en fait. Si tu lui dis « j'ai appris un max de trucs, maintenant je suis capable de scaler ma boîte, il me faut 2 millions parce que j'ai envie de couvrir le monde entier », oui, il va te suivre. Ouais. Super, merci. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils pour des entrepreneurs qui se lancent? Ouais, je trouve ça un peu, toujours pareil, je trouve ça un peu présomptueux, mais je dirais que pour faire fonctionner une boîte, en tout cas c'est ma conviction, c'est comme ça que je fais avec les miennes, je pense que ce qui préexiste, c'est la culture. Donc il faut que vous ayez une culture d'entreprise qui soit forte, un socle de valeurs qui soit assez ancré. En fait, la culture, c'est la somme de tous les comportements que les gens autour de vous vont avoir quand vous n'êtes pas là. Ce qui couvre en fait 95% du temps. Et quand vous n'êtes pas là, c'est quand ils sont chez eux, avec leurs femmes, avec leurs enfants, dans leur lit, avec leurs potes. Comment eux, ils vont se comporter, comment ils vont se... Voilà, donc la culture, il faut y passer beaucoup de temps, c'est le terreau. Ensuite, je pense qu'il faut avoir une vraie vision pour son business. En fait, tu ne découvres pas tous les 2 mois, tu ne changes pas de trajectoire. En fait. Il faut avoir une vision un peu forte, un peu consolidée. Puis après, il faut travailler. Être bosseur. Ouais, il faut bosser. Il n'y a pas de secret. Non, je crois pas. Ok, merci.